On a coupé la musique, sinon on n'aurait pas pu s'empêcher de danser. Donc. Bien. Bah, écoutez, qui est-ce qui veut prendre la parole? Premières impressions, premières questions. Non, les gens sont encore sous le choc. Allez, premier monsieur. C'est une belle salle. Tout d'abord, bonjour, bonsoir. Chapeau pour le film. J'avais une question que je me posais quand même pour appréhender le film. Faudrait qu'on comprenne quelle est la part de fiction et de réalité en fait dans le scénario. Je pense que vous demandez parce que à cause de la première phrase ou non, oui. Les inspirations quoi. Bah c'est donc mon père il a commencé un bar qui s'appelle le Charlatan à Gand en Belgique en 89 et il a vendu dans l'an 2000 à deux frères dont un a un œil. Ces frères-là, au fait, moi j'ai un peu vu quand j'avais, dans mon adolescence, entre mes 15 et 20 ans, un peu ce qui se passe. Ok, merci. Un peu ce qui se déroule dans le film. Et puis, il a vendu à deux frères. Et puis, j'ai parlé beaucoup avec eux il y a quelques années pour apprendre leurs histoires. Parce que j'ai entendu que. Enfin, j'ai connu le lieu, j'y allais de temps en temps et je voyais que, au fait, ça. Quand mon père il a vendu, c'était vraiment. C'était pas. Ça avait commencé très petit et puis c'est devenu vraiment un succès. Et puis ça. À la fin, c'était plus rien, quoi. Et il a vendu, le lieu a recommencé à marcher. Ils ont un peu eu la même montée, mais c'est un peu comme dans le film, que les frères se séparaient, que l'aîné se perdait dans la nuit, et que à la fin, le frère le plus jeune a dû virer presque son grand frère. Et donc j'ai parlé beaucoup avec eux, et puis j'ai mélangé toutes les histoires, et j'en ai fait de la fiction, mais c'est ça, c'est pour ça qu'il y a la première phase, c'est nous, les scénaristes et moi, on a dit à un certain moment, ça doit être la fiction, on doit avoir la liberté de faire ce qu'on veut pour faire le meilleur film. En même temps, en Belgique, ces personnages, le lieu là, il est assez connu, donc on pouvait plus nier l'inspiration. Et c'est pour ça qu'on a mis la phrase. Et c'est un peu pour protéger les gens, pour ne pas dire que, pas pour dire comment c'est de la fiction, mais c'est inspiré beaucoup par la réalité. Bonjour. Alors, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est votre direction d'acteur. Alors, du coup, comment les avez-vous dirigés et comment les avez-vous choisis aussi? C'est un long processus. Comme beaucoup dans un film, ça prend 2-3 années pour faire un film. Et c'est donc diriger des acteurs, ça c'est une des premières leçons que j'ai eues à l'école de cinéma. 70% c'est le casting. Et donc il faut trouver les gens qui sont parfaits pour le rôle. Et puis c'est tous les deux des gens, des acteurs, surtout théâtre en Belgique, en Flandre, qui sont pas super connus, mais ils sont très respectés dans ce qu'ils font. Et oui, c'est bizarre. J'ai vraiment pas fait beaucoup d'auditions. Parfois j'ai fait pour certains rôles, comme pour le rôle de Marik, la fille russe. J'ai vu 30 ou 40 actrices. Et pour les deux rôles principaux, j'ai pas vu d'autres gens. Ils étaient dans ma tête quand j'ai écrivé le scénario. Et je pensais que Steph, qui joue Joe, serait bon parce physiquement, il est pas super masculin. Il a quelque chose de fin, il a quelque chose de timide aussi, quand on le connaît pas. Mais quand on commence à le connaître, c'est quelqu'un qui est très intelligent, il peut être très
il sait ce qu'il veut en fait dans la vie, je pense. Non, j'en suis sûr. Et il est cérébral aussi, tandis que Tom, qui joue Frank, c'est un peu un animal, comme dans le film. Tandis, il faut dire, il est beaucoup plus gentil dans la vraie vie. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas. Moi, je l'ai vu sur scène, il joue un rôle incroyable, un mec un peu que tu aimes détester ou détestes aimer. Ça se dit? Mais voilà, il a ça, il se jette, c'est quelqu'un qui est très bon à draguer les filles aussi dans la vraie vie, je pense. Et c'est après, quand il était dans le film, que j'ai su que, au fait, il a joué dans un groupe de rock pendant 5 années. Il a eu vraiment des périodes un peu comme Frank. Et moi, je ne savais pas, quand je le rencontrais comme ça, quand on parlait du rôle et tout, c'est un mec super gentil. Et puis, dans le tournage, il rentrait vraiment dedans aussi. Et c'était... À la fin, il en avait vraiment marre. Il a beaucoup aimé aussi. À la fin, il disait, j'en peux plus de ce Frank. Parce qu'il est plus que Steph, je pense, c'est un acteur qui rentre dedans, qui vit un peu dans ce personnage. Ce qu'il me disait, c'est quelque chose qu'il avait appris, lui, de quelqu'un, c'est de dire action, ça n'existe pas. Donc c'est pas qu'il n'était pas qui venait sur le plateau, cool, et puis il allait dans le rôle, mais il était constamment en train de jouer un peu, au fait. Pas complètement méthode, c'est pas comme Daniel Day-Lewis, qui, je sais pas si vous connaissez ça, mais il veut même pas parler à d'autres gens. C'est pas ça, mais un peu. Il a quand il se jette, c'est à 100%. Et puis, oui, moi j'aime faire beaucoup de répétitions avant le tournage, donc à peu près 3-4 semaines on fait des répétitions. Et là, j'essaye beaucoup. Je leur laisse faire aussi. Faire un film pour moi, c'est vraiment une collaboration. C'est donner des gens vraiment beaucoup de liberté. Et puis sur le plateau, voilà, on a ce bagage de répétition et là, on doit encore le faire. Donc, si dans une répétition, je sens qu'on vient près de ce que je veux, je dis ok, ça va, on arrête là. Le reste, on doit le faire sur le plateau. Et voilà, je pense qu'en réalisateur, pour moi, ce qui marche pour moi, c'est je suis le plus gros fan. Quand ils jouent, je suis un peu amoureux de mes acteurs. Bonsoir, moi j'avais une question à propos de la musique. Soulwax, je ne sais pas si tout le monde les connaît ici, mais c'est un des meilleurs groupes électro européens. Et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez travaillé avec eux, comment ça s'était fait. Et une autre question, enfin j'ai vu Alabama Monroe précédemment, la musique avait aussi une importance importante et une importance capitale on va dire. Là aussi, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre rapport à la musique dans vos films? J'y connais pas beaucoup, en fait, pour être honnête. C'est pas une blague, c'est juste que quand j'adore travailler avec la musique dans mes films, ça c'est clair, mais je pense que c'est aussi un truc que j'ai appris par travailler sur Alabama Monroe. Et ça, c'était, au fait, donc ce film-là était une adaptation d'une pièce de théâtre. Et pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'était avec beaucoup de bluegrass et dans la pièce de théâtre aussi, c'était là. Et puis je suis tombé amoureux de l'histoire, c'est très émouvant, mais la musique était très importante là-dedans. Et c'était une super expérience d'enregistrer cette musique, d'utiliser dans le film. Et je crois que ça me donnait envie d'aller plus loin dans ce film. Plus loin parce que dans Alabama Monroe, il y a un groupe, c'est l'acteur principal qui joue. Ici, c'est sur tous les niveaux que la musique aide l'histoire ou t'emmène dans ce trip que je voulais que ça devienne. Et j'ai demandé à Soulwax de faire ça. Ce sont
ces deux frères, en fait, ils viennent de Gand aussi, de ma ville natale. C'est des copains à moi et ils devaient faire ça parce que je voulais une bande originale très éclectique. C'est vraiment ce qu'ils font. Eux, ils ont commencé comme groupe de rock, ils sont évolués en DJ et puis électro et puis ils font tout, ils font vraiment tout. Donc quand je leur ai parlé du projet, ils avaient dit tout de suite oui, ils connaissent le lieu aussi, ils connaissent, c'est un truc très belge et même s'ils jouent partout dans le monde, pour eux, Gand, c'est un truc très important. Mais ils m'ont dit, si on fait, on veut tout faire. Donc, au fait, ils ont créé tous les groupes qu'on voit. Donc, c'est pas les groupes existants, c'est tous de leur création. Ils ont fait les morceaux musicaux, ils ont composé, ils ont casté les musiciens, ils ont fait le styling, ils ont même pensé au nom des groupes, donc The Sheets, des trucs comme ça. C'est leur invention parce que, oui, ils sont comme ça. Quand ils font quelque chose, il faut que ça soit complètement leur truc et c'était une collaboration incroyable parce qu'ils ont donc, tous les morceaux aussi qu'on entend, le reggae ou sauf la chanson J'aime regarder les filles, sauf ça ils ont presque tout fait, donc c'est presque 30 styles différents et oui, c'était un challenge pour eux et pour moi c'était fantastique parce que on pouvait contrôler tout et oui, je trouve qu'on a fait des choses vraiment remarquables, comme la séquence de montage au milieu un peu. On a travaillé vraiment pendant presque 2-3 mois juste à cette séquence. On faisait des allers-retours, montage, musique, montage, et donc c'est le seul moyen où on peut atteindre quelque chose comme ça, je pense. Enfin, c'est comme ça que ça marche pour moi. Vous avez aimé un peu? Non, mais c'est très silent. Ils sont très disciplinés. Mais donc, beaucoup de vous, apparemment, ne savaient pas du tout ce que c'était. Ok. Bonjour. Je voulais savoir quelque chose. Le film, en fait, il m'a surpris par la réalisation. C'est-à-dire que je l'ai vu en tout cas comme une sorte de huis clos dont la pièce centrale, finalement, le bar évolue, qui est plutôt inhabituel finalement dans un huis clos finalement, qui rassemble autour d'un même thème tous les personnages. Alors qu'ici, moi je l'ai vu avec une quantité de thèmes complètement improbable, avec, je sais pas, on peut voir le milieu de la nuit, la musique, la relation entre frères, de la famille, la parentalité, la relation dans une entreprise. J'ai trouvé qu'il y avait vachement de thèmes abordés pour finalement un seul lieu qui réunit tout le monde, donc je trouvais ça déjà fort. Savoir si vous avez pu aborder tous les thèmes que vous vouliez ou si il y avait encore des choses que vous vouliez aborder. Si dans cette réalisation, vous vous êtes finalement, entre guillemets, contenté d'adapter l'histoire des deux jeunes, des deux frères qui ont racheté le bar, ou si vous avez quand même voulu apporter quelque chose à l'écriture du film, s'il y a un thème qui vous tenait à cœur, que vous avez rajouté par-dessus, ou voilà, si c'était entre guillemets une pure fictionnalisation de la réalité. J'ai pas complètement compris, je pense. Mais je pense que la question c'est est-ce que j'ai tout mis dedans ou est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu encore ajouter? Ouais. Non, tout est dedans. Et on a dû enlever des trucs et parce que oui, on avait une version de 3 heures, mais c'était un peu long. Et j'étais très content de toutes les scènes, mais c'est sans doute quelque chose que vous avez déjà entendu, mais dans un montage, quand on enlève des trucs, c'est parfois c'est dur, ça fait mal, mais beaucoup de fois, le film s'améliore. Tout à coup, ça devient plus fort et les choses qui sont pas dites sont encore là. Donc c'est vraiment très fou il y avait des scènes au début où il y avait un client
un copain, client, il avait piqué. Ils allaient chez lui parce qu'il devait rendre l'argent et puis il avait plus l'argent parce qu'il était allé manger. Et c'était des scènes, et puis il les pardonnait. Et c'était des scènes très marrantes, très, très vivantes, mais puis ça, je ne savais pas ce que ça racontait. Enfin, pour moi, dans l'écriture, c'était très important pour montrer qu'au fait, l'argent, il s'en foutait. Mais on l'a enlevé, et puis ça, toute cette atmosphère est dans tout le reste. Donc faire un film, pour moi, c'est beaucoup, à peu près ce que vous dites, on met beaucoup dedans, et certainement, il faut même enlever pour que ça soit là, mais dans une dose concentrée. Que c'est vraiment... Moi, j'aime bien quand, dans le montage, au fait, le film me surprend moi-même. Même si je suis le réalisateur et j'ai tout inventé, je veux qu'à un certain moment, et ça se fait toujours, par enlever les choses, par les raccourcir, par aller à vraiment le cœur de ce qu'on veut raconter. On raconte beaucoup plus parce que ça devient spécial, parce que on enlève les mots et puis le sentiment reste là. Allez, très petite question pour finir, pour moi. Est-ce qu'il y a un symbole, est-ce qu'il y avait quelque chose, une volonté cachée dans le logo du bar qu'on peut revoir sur l'affiche, qui est paradoxalement un élan qui encule un rhinocéros? Enculé. C'est quoi? Peut-être. Non, peut-être pas. C'est en fait on a fait le logo pour le dossier de subvention pour donner un peu l'atmosphère du film. Non, c'est même pas une blague. Les dossiers de subvention, c'est très important parce qu'on te donne beaucoup d'argent et tu dois même pas rendre. C'est génial. Mais il faut très bien... Moi, j'aime bien mettre beaucoup de travail dedans pour vraiment essayer d'expliquer pourquoi je vais faire le film et aussi d'avoir une présentation belle. Et c'est devenu le logo du Belgica 2 ans avant qu'on a tourné. Et voilà, pour moi, ça symbolise leur absurdité, leur je m'en foutisme, au début, le Belgica est un peu ça, ils s'en foutent de tout, mais ils s'amusent, ils font des blagues, un peu cons peut-être, mais marrants. Voilà. Et maintenant, c'est devenu vraiment le visuel de la campagne. En France, c'est un peu moins parce que c'est interdit dans les métros. Ils voulaient faire une campagne avec cette image, mais c'est interdit. Mais en Belgique, c'est partout. Partout. C'est génial. Ça dit, tu peux ajouter un truc. On a posté sur Sens Critique, sur Facebook de Sens Critique, on a posté ce visuel et ça a généré une centaine d'envies sur le film direct derrière. Non, vraiment, ça a très très bien fonctionné. D'autres ? Alors moi j'avais une question, je ne sais pas si personne la posera. Les scènes de fête dedans sont assez extraordinaires. Il y a un réalisme moi que j'ai rarement vu ailleurs. Comment on tourne des scènes de fête comme ça en fait? Est-ce que les gens font vraiment la fête dedans? Enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est joué, c'est improvisé, vous les faites boire? Enfin, comment est-ce que ça se passe pour que ce soit aussi réaliste? Il faut créer une atmosphère où les gens s'amusent vraiment. Et on n'a pas donné d'alcool. C'est quelque chose que moi, au fait, j'ai demandé, mais la production ne voulait pas. Et c'est dur aussi, c'est vraiment dur parce que on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de gens, à la fin ils sont tous habillés, maquillés, enfin... Donc, mais pour le reste, il faut créer une ambiance où les gens ont envie de danser, et donc souvent sur des tournages de films, on baisse la musique tout le temps et les gens doivent faire semblant de danser. Et le premier quart d'heure ça va, mais après 2 heures, t'en as marre. Donc on mettait vraiment la musique à fond tout le temps et on baissait de temps en temps juste pour avoir quelques dialogues. Des trucs comme ça où il faut bien choisir les gens aussi. Les gens doivent avoir envie. Il faut avoir assez de gens autour pour les motiver. Et puis tout le truc
enfin, tous les lives que vous voyez, c'est vraiment jouer live. Donc ça aussi c'était très important, je pense. Souvent aussi dans les films c'est playback. Ici c'était vraiment des groupes qui jouaient de nouveau mais live. Et donc on voyait qu'ils jouaient, la son était super bon. Je pense que ça rend aussi. Et puis le son, comment on l'a capté aussi, c'est très complexe, je comprends même pas, mais les compositeurs, les gens qui ont fait le mixage et qui ont enregistré le son sur le plateau, ils voulaient que vraiment aussi pour ça qu'ils jouent live, pour avoir pour re-enregistrer comment ça sonne dans un espace, parce que c'est ça qui, souvent, dans un film, que c'est très faux. Si on met juste le son dessus, comment ça sonne sur un disque, et il y a des trucs, on peut faire des choses technologiquement pour changer le son, mais c'est jamais comment c'est là-bas. Et apparemment c'est très important. Moi j'entends pas, mais on me dit. Et la preuve. Ah oui, moi je dansais quasiment quand je regardais le film. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé le film. Et, je suis désolée parce que la question n'est pas tout à fait formée dans ma tête, donc je me lance. Je pense que la famille, pour vous, c'est un sujet assez important. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ce film-là un truc... il y a des moments de famille qui sont très beaux et de plein de belles émotions et de belle énergie. Il y a aussi des moments qui sont très durs. Et je trouve qu'à la fin, il y a un regard sur la famille, notamment sur sur la transmission. Il y avait comme un côté un peu dramatique avec un des deux frères qui regarde ses deux fils et j'avais un peu l'impression qu'il allait leur faire ce qu'il avait vécu. Et du coup, c'est un peu triste. Et du coup, je me demandais quel était vraiment votre regard sur la famille. Voilà. Je dois penser, c'est... Je pense que c'est un peu triste ce qui leur arrive peut-être, et ce que arrive Franck peut-être, mais pour Joe aussi. Il y a des déceptions, ils font des conneries. Ils auraient voulu que ça se passe différemment, sans doute, mais à la fin, c'est pardon. Et c'est un truc, je pense que c'est beaucoup plus dur. Imagine-toi que c'est deux copains qui font ça, peut-être ils vont plus jamais se parler après. Et je crois, parce que c'est des frères, ils se retrouvent. Et dans la vérité aussi, c'est les deux vrais mecs. Donc l'aîné, il est sorti du bar, il a pas refait sa vie, il est encore près de son frère en fait. Et ils ont une période très dure, mais ils sont encore très copains. Et ça m'a inspiré beaucoup. Je trouve ça très, très beau de voir deux frères comme ça, qui s'entendent super bien en fait. Et puis la fin, c'est peut-être c'est pas le père plus généreux mais je crois que mais il est là. Et j'ai choisi ça parce qu'en montage on peut encore beaucoup changer. J'aurais pu choisir de le laisser regarder 10 secondes à ses enfants et de faire un coucou pendant 10 secondes, et ça aurait été beaucoup plus peut-être happy end, mais je trouvais que en fait je l'avais tourné comme ça, et puis au montage je me dis mais c'est pas juste. Il ferait pas ça. Et c'est pas qu'il est un mauvais père, parce que je pense qu'il va être à la maison, il va prendre soin de ses enfants,
Mais en même temps, il est en train de parler avec son copain, et voilà, et les enfants sont là, et c'est beaucoup. Moi, je me rappelle beaucoup aussi de ça. Tu veux de l'attention de ton père ou ta mère, et ils ne sont pas toujours là. Et puis, ce que je trouve très beau, c'est qu'on voit que le frère aîné, le petit frère aîné, se tourne vers son petit frère, et parce qu'il ne reçoit pas d'attention, il va s'occuper de son petit frère. Et ça, c'est un peu, oui, ça c'est un peu le cercle vicieux, peut-être, qui s'est passé avec lui aussi, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas triste, c'est super beau. C'est quelque chose que je reconnais, pour être honnête. Bonsoir. Sans que ça soit péjoratif, est-ce que vous trouvez que les losers au cinéma, ça fait des beaux personnages? Oui. Non, parce que dans la verditude des choses, c'était un peu ça aussi, c'était des personnages qu'on pouvait détester, qu'on pouvait aimer, c'était très particulier aussi. Et là, je trouve que c'est un peu dans le même esprit. Oui, je comprends, mais c'est... J'aime pas dire des losers, j'aime pas... Je sais que c'est pas votre intention, peut-être, mais c'est une question qui vient souvent. Ah, vous aimez les gens marginaux, et oui, peut-être un peu, mais c'est pas... Pour moi, je les adore, je les connais, j'ai l'impression que je suis grandi dedans. Pas la merditude, c'était vraiment... C'était un autre milieu, un peu plus ça. Et entre-temps... on est élargi, mais en même temps, je ne me vois pas faire des films qui sont sur des banquiers ou des notaires, des gens comme ça. Je sais pas, ça m'attire. Il y en a un qui est plus près, je suis désolé. Eh bien, rebonjour du coup. Alors en fait, en y repensant un peu, ce film m'a pas mal fait penser à Mean Streets en fait, aussi bien formellement que dans l'histoire. Dans l'histoire, on retrouve les deux frères, et l'un qui est un peu un boulet par rapport à l'autre, et du coup l'autre qui essaie de s'en sortir, et formellement aussi par le côté psyché un peu et le côté naturaliste. Est-ce que c'est revendiqué? C'est un film incroyable que j'ai vu beaucoup de fois, surtout quand j'étais à l'école de cinéma, mais j'ai jamais pensé pendant que je fasse ce film. Mais il y a quelques plans qui sont dans ma mémoire que je vais plus jamais oublier. Et Scorsese est un réalisateur qui a formé le langage du cinéma qu'on utilise tous. Donc, en ce sens, c'est peut-être vrai, mais il y a d'autres gens qui m'ont dit ça. Ça m'a surpris la première fois, mais c'est le deuxième à le dire, donc peut-être. Pour moi, je trouve Mean Streets, c'est un super film, mais c'est un film raté. Mais c'est pas grave, parce que c'était son deuxième film, troisième film, je pense, et je pense pas que c'est un film... Pardon ? C'était son troisième. Ok. Mais je pense pas que c'est un film qui a des moments géniaux, mais je trouve pas que le film est fait est abouti ou est parfait du début à la fin. Et ce film, non, je rigole. Je sais pas. Non, pour moi, le film il vient juste d'être fini, donc c'est un peu encore en train de digérer ce que j'ai fait. J'ai travaillé 2 ans, j'étais avec mon nez dedans tous les jours, et peut-être qu'il est plus sauvage que j'avais en tête. Dans le sens où, moi je pense, oui, je trouve que l'histoire est assez... enfin, on a travaillé très longtemps, donc toutes les scènes ont ils ont une raison, ils sont là pour des lignes de l'histoire qui sont importantes dans la totalité. Donc je trouve pas que c'est gratuit ou qu'il y a des scènes qui sont là pour aucune raison, mais j'ai l'impression que le film fait plus que les gens ont l'idée que c'est comme ça, mais c'est pas. C'est un peu clair? Ouais. Ok. Faut que je recours encore un petit peu.
bonsoir. Deux petites questions. Enfin, la première, c'est de savoir duquel des deux frères vous vous sentez le plus proche. Et l'autre question, c'est le concept de l'Arche de Noé qui mène le Belgica. Est-ce que c'est pas ce que vous avez le plus cher en vous? Est-ce que c'est pas votre rêve à vous? Donc pour la première question, c'est Joe. C'est oui, je l'ai appelé d'après mon père. Et ouais, je suis plutôt Joe. Et j'ai un frère aîné qui est un peu sauvage. Donc, mais je veux rien dire. Il n'est pas du tout Franck, mais voilà, c'est un peu de background. D'autres questions? L'Arche de Noé, ben, c'est toute l'histoire du Belgica, au fait. Donc, le hasard, pourquoi ça commence à être un peu branché, enfin, au fait, c'est Franck qui, son énergie, il amène Davy Coppens, il commence à danser, tout est beau, puis il y a la bagarre de temps en temps, mais c'est pas grave. Et puis, quand il commence vraiment à travailler, faire la construction du rêve, c'est là que Franck aussi, c'est la personne qui arrive à en parler, et il le dit fort, l'Arche de Noé, mais c'est pas un truc que moi, dans ma mémoire qu'on disait, mais c'était le sentiment, on était différents que beaucoup de bars et de la société en général, je trouvais, mais en même temps, tout à coup, on se sentait apprécié, on sentait que ça marchait, on avait l'impression que le truc qu'on avait monté, et je dis on parce que moi, en fait, c'était vraiment mon père et son collègue et beaucoup de gens qui travaillaient là-bas. J'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans, donc c'était pas moi qui a fait ça, mais je faisais partie de la famille. Donc moi, j'avais l'impression, on est génial, et puis il y a les Blacks, il y a les Marocains, il y a pas de racisme, on s'amuse, c'est juste ça, c'est l'amitié, l'amour et le rêve. Et puis ça fonctionnait pendant longtemps, enfin pas si longtemps, mais après 2-3 années, ça commençait à tourner complètement. Peut-être trop de drogue, peut-être trop de fêtes, peut-être aussi c'était prévu, enfin il fallait que ça se passe, parce que c'est un truc qui se passe souvent quand les choses sont pures au début et on les professionnalise, on essaye de grandir, ça devient amer, ça change, et avant qu'on le sache, c'est plus le même truc, parce que ça a changé, et on essaye de le améliorer, on voit qu'il y a des problèmes, mais parfois c'est trop tard. Et c'est ce qui s'est passé dans le temps. Et ce que j'ai voulu mettre dans le film, c'était vraiment c'était très important de montrer la transition d'une petite micro-société où tout est bien au début, et à la fin c'est un endroit où il y a des caméras, et il faut des videurs, et entre-temps c'est plus sans doute il n'y a plus de drogue, c'est plus la galère, mais c'est aussi, ils ont perdu quelque chose. Ils essayent, oui, il y a encore une très belle fille qui chante super belle, super beau, mais quand même ça va, ils vont plus jamais retourner à ce que c'était au début. Et du coup, il y a une question qui m'est revenue après coup. Il y a une scène, je pense au milieu du film, qui dure peut-être 5 minutes. C'est peut-être celle-là dont vous disiez qu'elle a pris 3 mois à être tournée, où on voit l'évolution du bar finalement assez rapide, et avec une succession de plans très très courts, avec très séquencés, et où on voit plusieurs groupes, plusieurs scènes dans le bar où on le voit jouer de la batterie, avec un morceau en fait qui joue le fil rouge tout du long de la scène. Et je me demandais juste comment on écrit ça. Est-ce que au tout début de l'écriture du film, vous aviez déjà
toute l'organisation de cette scène en tête? Est-ce que vous aviez déjà posé tout sur un storyboard, ou alors est-ce que vous avez tourné toutes ces scènes un petit peu quand elles venaient, et après au dérochage, quand vous montiez le film, vous aviez la scène qui prenait forme? Oui, au fait, c'est un peu ça, comme vous dites. On a les ingrédients, on a les instruments, on a trois chansons vraiment, et puis le truc avec la batterie, et puis le saxophone. Et tous ces morceaux, on a enregistré sur une journée. Et puis il y avait... Mais donc, il y a beaucoup de travail avant, c'est-à-dire que j'avais cette idée d'essayer d'avoir une chanson qui pourrait être 10 chansons. Donc, c'était surtout musical qu'avant qu'on tournait ces scènes, qu'on devait pas, que les musiciens ont dû composer chaque pièce, chaque morceau, qu'ils pouvaient après en faire ce qu'ils voulaient. Au début, moi je pensais, on va faire ça, et ils vont faire la musique comme ils ont en tête, et on va juste filmer les petits morceaux. Mais puis ils ont dit, mais non, faisons vraiment des vrais morceaux, on les filme complètement, et après tu verras, après on peut en faire ce qu'on veut. Et c'était très intéressant, mais le boulot était énorme. Comme je disais, c'était 2-3 mois, pas de tournage, mais juste montage à cette scène. C'était pas le monteur, c'était l'assistant monteur, donc on le faisait pendant qu'on faisait tout le reste du montage. Mais c'était pas prévu, mais ça, au fait, c'est le style du film. Beaucoup on a trouvé au montage. On avait filmé tellement, je voulais que ça soit sauvage, je voulais avoir la liberté, je voulais essayer plein de trucs. On a essayé plein de trucs, mais au début, quand je voyais la première version du montage, que moi j'avais pas assisté, c'est le monteur qui avait eu les rushs et il avait fait comment il se sentait. Et c'était nul. C'était vraiment, ça avait pas de style, c'était éclectique, mais moche, c'était... Et donc, le travail, le montage, c'était, avec tout ce matériel, d'en faire quelque chose qui est encore sauvage, ce que je voulais, mais qui a en même temps une certaine cohérence. Et comme cette scène-là, on a vraiment eu 100 versions, peut-être. Parce qu'au début, on ne sait pas, ça doit dire quoi, ça doit... Ouais, il y a des millions de possibilités. Donc, ça fait partie du façon comment je fais des films, au fait. C'est savoir où je veux aller, mais pas comment. Et puis découvrir au long de la route. Et c'est pas le plus économique, mais pour moi, c'est le plus intéressant. C'est comme ça que j'aime bien faire des films. J'avais encore une question. Il y en a une là-bas? Ok, je poserai la mienne après. Et après, elle pose pipi. Non, personne ne sort. En fait, c'est plein de petites questions. Mais c'est toujours les mêmes. Bonsoir. Rebonsoir. Combien de temps a duré le tournage? Combien de temps a duré le montage en tout? Quelle école de cinéma vous avez faite? Et la dernière, c'était est-ce que vous avez un projet à venir prochainement, déjà écrit, pas écrit, je sais pas. Voilà. Donc 45 jours de tournage, 7 mois de montage, école de cinéma Casque à Gand. Le prochain projet s'appelle Beautiful Boy, c'est un projet américain. Merci. C'était déjà écrit ou pas? Avec la maison de production de Brad Pitt. Mais la demoiselle demandait s'il était écrit déjà ou pas? Vous en étiez Ah oui, stade? oui, c'est fini en fait. J'ai écrit... Non, j'ai commencé à développer il y a 2 ans. Alabama Monroe a été nominé pour les Oscars, donc
c'est ce moment-là que j'ai rencontré énormément de gens aux États-Unis, des gens super intéressants et proposé pas mal de projets, mais au fait, juste lire des scénarios et puis en faire un film, ça ne m'intéresse pas. Et un producteur m'a parlé de ce livre et c'est très beau, ça parle d'un père et un fils. Et on a commencé à développer il y a 2 ans. Et puis les derniers 5 mois, j'ai réécrit le scénario et il vient d'être fini. Donc j'espère de tourner dans les mois qui viennent. On verra. Et vous parlez d'une nomination aux Oscars. Là, c'est Sundance. Ça fait quoi à titre perso et à titre pro de gagner un prix, et un aussi beau prix à Sundance? Est-ce que ça change en fait? Ben, c'est génial pour le film. Je veux dire, on fait des films parce qu'on veut que les gens le voient. Pour que les gens le voient et pour avoir de la distribution internationale, les grands festivals sont importants. Donc on espère toujours d'avoir une belle place et on l'a eu, mais puis il y a une centaine de films là-bas, donc déjà juste être là-bas, c'est pas assez pour faire pour être remarqué. Parfois si, parfois non. Mais donc gagner un prix, pour moi c'est ça, c'est une chance sur le film de se faire remarquer. Et je suis toujours très content pour le film surtout. Moi, j'aime pas les prix, je les mets pas à la maison. Vous les vendez sur eBay? C'est une idée. Si j'aurais eu l'Oscar, il serait chez moi. Bonjour, bonsoir. En fait, j'ai pas vraiment de questions pour en parler. Juste pour vous dire que j'avais vu assez récemment votre film Alabama Monroe, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup bouleversé. Et du coup, ce film Belgica, pour moi en tout cas, confirme vraiment l'admiration que j'ai pour vous. Donc merci beaucoup et bravo pour ce très bon film. Bien, j'ai l'impression que les gens ont envie d'aller faire la fête maintenant. Bah oui, merci de venir, vraiment, et merci pour cette discussion. Merci à vous Félix, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci.